Les outils diagnostiques qui sont à votre service, eh bien, ce sont les outils qui sont dérivés du DSM-5 ou 4, qui sont en général l'A10 en anglais. Vous pouvez aussi trouver la Mini en français, afin d'évaluer, de faire d'abord un diagnostic, mais aussi d'évaluer la sévérité de la pathologie et également de rechercher des comorbidités. Je pense en particulier à la dépression. Souvent, les TOC sont tellement intenses qu'elles finissent par altérer l'humeur de la personne, qui est souvent triste quand elle vient vous voir. L'épidémiologie spécifique, eh bien les TOC, sur un an, sur cette étude de l'épine de 2005, c'est 1,2%, et sur la vie, c'est 2%. Voilà, donc c'est pas aussi fréquent que les phobies, comme on le voit, mais tout de même, ça concerne 2% de la population. Alors, j'ai regardé d'autres études plus récentes, mais qui elles ne se sont pas passées en France, notamment la National Comorbidity Replication, la NCS-R. Donc là, sur la vie entière, on retrouve un chiffre qui est proche également, 2,3%, et sur 12 mois, 1,2%. D'après ces études épidémiologiques, il y a plus de femmes, avec un sexe ratio de 2, et souvent, ce sont également plus les parents. Donc, c'est dès l'instant que les personnes ont des enfants qu'ils développent un TOC. C'est un facteur favorisant du XXIe siècle. Notre étude plus ancienne de 1997 retrouve à peu près les mêmes chiffres, en un peu plus large, 1,9, 3,3%, c'est pour l'épidémiologie catchment area de Nelson, et sur 6 mois, 0,7 à 2,1%. On voit en tout cas que sur la vie entière, c'est donc 2%. Alors les comorbidités, parce que souvent c'est associé à d'autres pathologies psychiatriques, eh bien on voit que c'est en premier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit que c'est la dépression qui vient en premier, et c'est vrai, en pratique, vous allez voir, vos patients sont tellement fatigués d'être assaillis par ces idées qu'ils ne peuvent contrôler, et par les rituels qu'ils se sentent obligés d'accomplir, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés mentalement et physiquement, ce qui conduit à une dépression, à une tristesse pathologique. Voilà, il faudra aussi y penser dans votre traitement. Les troubles bipolaires dans 13%, les phobies dans 22%, les phobies sociales dans 18%, l'addiction à l'alcool 14%, ils prennent de l'alcool pour être moins assaillis par ces idées et moins gênés, les troubles du comportement alimentaire 17% et les tics à 7%. Les modèles, alors, qu'est-ce qui explique quels sont les modèles qui expliquent l'émergence de TOC, la survenue de TOC, l'étiologie en fait. J'aimerais d'abord que vous reteniez que, et c'est ce qu'il faut dire à vos patients, pour les rassurer également, c'est que nous sommes tous fous à divers degrés. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul chez vous? S'il y avait une caméra qui vous filme à votre insu chez vous, je serais bien curieux de voir ce que vous faites quand vous êtes seul chez vous, quand vous êtes sous la douche seul. Vous voyez que si vous y réfléchissez, eh bien, normalement, on a tous des conduites un peu bizarres, des habitudes un peu étranges, mais on sait qu'on ne va pas les montrer aux autres, naturellement. Donc l'éducation consiste en partie à porter un masque de conformisme face aux autres dans notre société. Alors la preuve, c'est qu'il suffit d'observer les enfants qui n'ont pas encore appris à porter ce masque. Et vous allez voir que si on utilisait des critères d'adultes sur les enfants, eh bien on les prendrait certainement tous pour atteints de folie. Alors que pas du tout. Voilà, donc c'est important de comprendre et d'expliquer à vos patients qu'on en est tous fous à divers degrés. Alors le premier modèle, c'est bien sûr le modèle psychanalytique des TOC. Vous pouvez voir ici notre grand ami Freud qui est même en vente en ce moment sous forme de figurines. Vous le savez, vous pouvez acheter des figurines sur internet de Freud si vous voulez décorer votre bureau ou offrir ça à des amis psychiatres ou internes. Il y a même la bibliothèque qui est vendue avec, vous voyez derrière sur le personnage, qui est donc en vente. Incroyable, ce qui montre la célébrité de Freud, puisque vous pouvez même acheter des figurines et qui sont articulées. Et bien sûr il y a le cigare, et tous les accessoires du psychanalyste. Alors, donc l'approche psychanalytique, c'est toujours pareil par rapport à l'idée de la sexualité. L'anxiété est en grande partie d'origine sexuelle pour Freud. C'est pour cette raison que les pulsions sexuelles, qui sont inacceptables, sont refoulées dans l'inconscient. Et dès l'instant qu'elles sont refoulées dans l'inconscient, eh bien, elles vont être transformées en représentations symboliques qui vont ressurgir dans le conscient de l'individu sous forme de ces rituels, justement,
ou de forme de ses pensées. Donc l'idée c'est ça, c'est que ces représentations symboliques vont se manifester consciemment par un comportement névrotique qui semble nouveau ou non, mais qui est en relation avec le conflit originel des pulsions sexuelles. Mais c'est une relation qui est symbolique, dont tout le rôle du psychanalyste va être d'interpréter correctement le symbole du rituel ou des pensées pour retrouver le conflit originel qui est d'origine sexuelle. Le TOC, donc, c'est l'idée inconciliable et inacceptable du ça qui va générer un acte de défense du surmoi, le surmoi la morale, hein. Donc le ça, l'instinct, et le surmoi la morale, ce qui fait qu'on va avoir une réaction de défense de moralité, d'interdit du surmoi, qui substitue l'idée obsédante symbolique à l'idée initiale qui était inacceptable sur le plan moral, sur le plan parental, sur le plan sociétal. Le développement de l'anxiété va donc résulter de ces réactions de l'ego face au danger des exigences de la libido. Le TOC, au niveau de l'évolution psychologique, psychanalytique de l'enfant, fait régresser l'individu au stade anal de l'évolution psycho-affective, où le stade anal, c'est la propreté d'un surmoi cruel. Le stade anal, c'est la propreté, donc on est propre, et c'est une moralité qui est dictatoriale, qui est tyrannique sur le sujet, et qui lutte de manière sadomasochiste contre le moi. On passe à un autre modèle, qui est le modèle neurobiologique. Excusez-moi, le modèle neurobiologique, donc, lui va s'intéresser aux trouvailles, aux découvertes qui concernent le fonctionnement du cerveau au niveau neurochimique, donc, et qui est la conséquence des études, des effets des neuroleptiques, des antidépresseurs, dont des psychotropes, et également apport de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, comme le TEP scan ou l'IRM. Alors, il y a plusieurs structures qui sont impliquées dans le TOC, comme le cortex orbitofrontal, qui est plutôt vers l'avant, et qui est impliqué, lui, dans la détection d'erreurs, dans la gestion des émotions, et dans la motivation. Son fonctionnement ou sa connectivité d'après les TEP scans est perturbé dans le TOC. Le cortex singulaire antérieur, dans la cingula, eh bien, lui est appliqué aussi dans la détection d'erreurs, la gestion de situations de conflit, et la résolution par sélection d'un comportement ad hoc. Lui aussi, son fonctionnement est perturbé. Les nodes gris centraux, striatum, pallidum, thalamus. Alors, important, juste pour que vous puissiez comprendre, les ganglions de la base ou les nodes gris centraux, c'est la même chose. C'est un synonyme, ganglion de la base ou nodes gris centraux. Donc, eux, c'est plus instinctif, donc ils vont attirer l'attention sur la valence émotionnelle de l'information et vont provoquer des réponses rapides, neurovégétatives ou neuro-endocriniennes du fait de la projection sur l'hypothalamus qui lui va alors solliciter l'hypophyse avec la production de neurohormones que nous connaissons, comme la noradrénaline. Les autres structures sont le système limbique qui va comprendre l'hippocampe pour la mémoire et l'amygdale qui sont en conjonction pour prendre comme référence des événements du passé. Alors, au niveau des neurotransmetteurs, c'est la sérotonine qui est très impliquée, alors ça on a compris qu'elle est impliquée parce que, comme on a remarqué que les antidépresseurs, c'est-à-dire les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, étaient efficaces, eh bien on a compris qu'il y avait forcément une application de la sérotonine dans les TOC, et en fait, on observe effectivement une diminution de l'activité sérotoninergique dans le cortex orbitofrontal. La dopamine est aussi appliquée, donc là ce serait l'inverse, il y aurait une hyperactivité dopaminergique du cortex préfrontal liée à une hypoactivité sérotoninergique dans les noyaux de la base, le striatum, le pallidum, le subthalamus. Donc, je le redis bien pour que vous puissiez bien comprendre, hyperactivité dopaminergique au niveau du cortex préfrontal et diminution de l'activité sérotoninergique dans le cortex orbitofrontal et dans les noyaux de la base. Tout ceci va entraîner une anomalie, un dysfonctionnement dans la boucle cortico-striato-thalamique avec une prédominance donc dopaminergique. C'est pour ça que certains neuroleptiques comme le risperdal qui ont des activités antidopaminergiques fonctionnent pour les neuroleptiques atypiques. Donc, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Je vous le redis encore une fois, augmentation de l'activité dopaminergique dans le cortex préfrontal, mais il y a par contre une diminution
de l'activité sérotoninergique dans le cortex orbitofrontal et dans les noyaux gris centraux. Je vous ai mis également ce qu'on trouve parfois à l'IRM dans les articles ou alors dans les TEP scans, l'augmentation du métabolisme dans le cortex singulaire antérieur, une augmentation de l'activité dans le cortex préfrontal, et une augmentation du métabolisme dans le cortex orbitofrontal. Alors, on passe à un autre modèle, le modèle du conditionnement, celui qu'on retrouve dans les modèles comportementalistes, depuis Pavlov, Watson. Eh bien, je vous l'ai dit dans les phobies, le TOC ici résulte de l'association fortuite d'un stimulus conditionnement neutre, comme la saleté. La saleté, c'est neutre, ça n'a pas d'effet sur vous. Mais qui va engendrer une réponse, qui va être inconditionnelle de stress, etc. Parce qu'elle a été associée par erreur avec la douleur ou la peur. Donc c'est l'association d'un stimulus conditionnellement neutre, la saleté, avec un stimulus inconditionnel, la douleur. Donc ça se passe en même temps, la personne est exposée par exemple à la maladie en même temps qu'elle a très mal. Comme ça se passe en même temps, elle va faire l'association entre les deux, et cela va entraîner cette réponse inconditionnelle de réaction d'angoisse stéréotypée. Ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène de conditionnement par cette association de ces deux stimulus, provoquant ainsi cette réponse. Et on va ainsi avoir des réactions de stress en l'absence de toute menace psychique ou physique. Le rituel là-dedans est appliqué dans la notion de renforcement qu'on trouve dans le conditionnement opérant de Skinner. C'est que un comportement, je vous rappelle, est renforcé par ses conséquences. Si vous mangez un bon cheesecake, un bon sablé normand, ça vous fait plaisir, vous allez recommencer. Si par contre vous mangez, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être pas très agréable, si vous buvez de l'huile de foie de morue, eh bien c'était pas agréable, vous n'allez pas recommencer. Donc un comportement est renforcé par ses conséquences. De ce fait, comme le rituel va soulager le patient, comme son comportement de rituel, vérification de la cuisinière, lavage des mains, éloignement des couteaux, ou acte mental, j'aime mon mari, comme cela va soulager le patient, même temporairement, eh bien cela va renforcer de manière positive, c'est un renforcement positif, cela va renforcer le comportement de rituel. Voilà. Et également, ou l'évitement de l'anxiété. Voilà un résumé. Donc l'individu est ainsi anxieux, il va avoir comme réponse les rituels, les compulsions, l'évitement. Les conséquences vont être positives puisqu'il va éviter d'être anxieux et il va en plus, en renforçant en positif, être soulagé, ce qui va renforcer ce comportement dans une boucle, ce comportement de rituel, de compulsion, d'évitement. Le modèle cognitif, donc c'est un modèle des années 70-80, c'est Beck, Lazarus, Emery, Barlow qui en sont à l'origine, qui dérivent des théories du traitement de l'information, que l'on retrouve aussi dans les ordinateurs, dans l'informatique. Et ici, le comportement, c'est la conséquence de processus de pensée élaborés par des schémas cognitifs, par des croyances. Les croyances vont diriger l'attention vers certains éléments, comme ce qui est sale, ce qui est en désordre, ce qui est dangereux, etc. Et cela va entraîner des pensées de catastrophe. Ces schémas sont acquis, ces croyances, ces schémas sont acquis au cours de l'histoire de l'individu. Le sujet va faire l'interprétation erronée justement de la situation, extéroceptive ou interoceptive, ce qui va mener à une idée virtuelle du danger. La personne pense, interprète les couteaux comme dangereux parce qu'elle va se dire en voyant les couteaux, je vais blesser quelqu'un. Elle va se dire en voyant le vide, je vais me jeter. Elle va se dire en voyant du sang, je vais être contaminé. On voit bien qu'il y a bien un problème d'interprétation catastrophique de la situation. Même si donc ces stimuli n'impliquent pas objectivement de danger. Voici un résumé que je vous ai fait pour schématiser le modèle cognitif. Donc on part d'en haut. La situation est externe ou des pensées intrusives. Je vais tuer mon mari, je vais étrangler mon mari. Ou externe, comme la vue du sang. L'attention va être guidée par les croyances, avec une perception qui est liée à ces croyances et qui va entraîner une interprétation erronée de la situation. Je vais étrangler mon mari, je vais le poignarder, je vais être contaminé, je vais avoir le sida, je vais écraser des piétons, je vais être souillé, voilà.
Donc, et aussi, il y a une surestimation, c'est vrai, de la responsabilité de la personne, comme on l'avait dit dans la doute et l'incertitude. Hein. C'est je vais être responsable de cet accident. Je vais être responsable de ce qui s'est passé. Je vais être responsable de mon erreur. Il va donc y avoir la notion de préjudice. Cela va entraîner, ces interprétations vont entraîner de l'anxiété, puisque la personne se sent menacée. Et pour se soulager, on l'a vu, elle va rentrer dans des rituels qui vont ne faire que renforcer les croyances, entretenir le comportement. Et également, l'anxiété peut conduire à des réactions de panique qui vont renforcer également, qui vont accentuer cette perception du danger. Alors, les modèles génétiques, le TOC est 5 fois plus fréquent donc chez les parents du premier degré d'un groupe de TOC. Hein, donc, des parents ayant un TOC ont 5 fois plus de risques d'avoir des enfants qui ont un TOC. Il y a donc bien une notion génétique. Hein, et la preuve, c'est qu'elle est également plus élevée chez les jumeaux homozygotes par rapport aux jumeaux hétérozygotes. Les allèles qui seraient impliqués sont les SLC 6 à 4, qui justement code pour un transporteur de la sérotonine, ou alors l'allèle DRD4, qui lui aussi, on voit par rapport à la dopamine, est appliqué puisqu'il code pour le récepteur de la dopamine de type 4. Il y a donc bien un modèle génétique, et donc bien des anomalies au niveau des allèles qui peuvent être responsables de ce trouble anxieux. Alors, comment traiter ces personnes qui ont un TOC avec des moyens du 21e siècle, hein. Les années 60, hein, Yéyé, Elvis Presley, les années 80, Retour vers le futur, Ghostbusters, Michael Jackson, c'est fini, hein. On est au 21e siècle. Alors, cette présentation date de 2018, hein, donc ce sont effectivement les références de 2018. 2018 après Jésus-Christ, hein. On sait jamais. Alors, donc le traitement, ce que vous devez donner à vos patients, c'est bien sûr un traitement médicamenteux, même si vous l'associez à une psychothérapie, on verra plus tard, mais j'ai constaté que souvent les psychothérapies ne suffisent pas, parce que le TOC est vraiment un problème sévère et difficile à traiter, donc soyez pas surpris, c'est normal, hein. Le TOC est assez difficile à traiter, les traitements fonctionnent, mais donc il y a beaucoup d'espoir, ça marche, mais il faut vraiment appliquer les règles strictes et surtout des règles qui dérivent de la méthodologie scientifique, c'est-à-dire qui ont été démontrées. Alors, donc, pour traiter un TOC, il faut donner un antidépresseur. Pourquoi ? Parce que les antidépresseurs, même s'il n'est pas dépressif, vous le savez, augmentent la sérotonine dans certaines zones du cerveau, et on a dit justement que dans le TOC, il y avait une hypoactivité sérotoninergique. Donc il faut augmenter l'activité sérotoninergique dans le cerveau, et on le fait avec des antidépresseurs, évidemment des antidépresseurs qui doivent être des inhibiteurs spécifiques de la récepteur de la sérotonine. C'est-à-dire la sertraline, Zoloft, le Prozac fluoxétine, la venlafaxine Effexor ou la paroxétine déroxate. Alors, point important, cela doit être délivré à posologie élevée, c'est-à-dire 2 fois plus que la dose normale que l'on donne pour un dépressif. Donc il faut donner 2 fois plus, quasiment la dose maximale de l'antidépresseur. Et surtout, bien insister auprès des patients, l'effet est très retardé. Il peut, dans certains cas, mettre plusieurs semaines, voire même 12 semaines avant d'avoir des effets sur le patient. Vous pouvez, dans les cas résistants, où la psychothérapie et les antidépresseurs n'ont pas fonctionné, ou pas assez, introduire, si vraiment c'est résistant, des neuroleptiques atypiques du fait de, on l'a dit, l'hyperactivité dopaminergique, l'hyperactivité dopaminergique au niveau du cerveau. Donc il faut utiliser des neuroleptiques atypiques, comme la risperidone, Risperdal, l'aripiprazole Abilify, et point important, à faible dose. Donc antidépresseurs à haute dose, neuroleptiques atypiques à faible dose. Enfin, en ponctuel, mais uniquement ponctuel, uniquement pendant les crises un peu difficiles, des anxiolytiques comme le Valium, Lexomil, les Anxia, Xanax, etc. Et si la personne se plaint de symptômes, de signes qui la gênent, bouffée de chaleur, douleurs musculaires, vous pouvez donner, pour les sensations corporelles, du Stresam. En plus, La psychochirurgie, vous savez que la psychochirurgie, du fait des progrès des neurosciences, de l'imagerie cérébrale, de l'introduction de sondes qu'on peut retirer dans le cerveau, revient sur le devant de la scène, puisque vous le savez que c'était très à la mode dans les années 40, 50, 60.
c'est tombé un peu en désuétude du fait de la peur de Big Brother des années 70, et maintenant qu'on peut cibler des zones plus précises, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de publications maintenant récentes sur la psychochirurgie, c'est-à-dire le fait d'utiliser la chirurgie pour neutraliser, réguler ou parfois détruire des zones qui sont impliquées, des zones du cerveau qui sont impliquées dans les TOC. Donc c'est vraiment pour les TOC très graves et persistants, pour lesquels, malgré tout l'arsenal thérapeutique que vous avez utilisé, ne fonctionne pas. En général, elle procède de la façon suivante. Elle procède par cingulotomie antérieure, donc on détruit la cingula pour ainsi altérer la connexion entre les nœuds gris centraux et le cortex frontal. On stoppe ainsi l'hyperactivité du cortex préfrontal et l'hypoactivité sérotoninergique des nœuds gris centraux. Alors, si dans certains cas on ne détruit pas, mais on peut utiliser de la deep brain stimulation, on va donc placer un implant dans des zones spécifiques au niveau du pallidum subthalamus, subthalamique, pour stimuler ou réguler l'activité de ces régions. On peut aussi utiliser des ultrasons avec guidage IRM, c'est ce qu'on appelle la transcranial FUS, Focused Ultrasounds, pour l'ablation, donc la destruction, l'ablation thermique d'une zone d'intérêt. Alors, je n'ai vu que les études anciennes sur l'efficacité. Entre 25 et 40% des patients perçoivent une amélioration 10 ans après, d'après Starchevik en 2005. La stimulation magnétique transcrânienne, de plus en plus à la mode, c'est la neuromodulation. On peut moduler l'activité d'une zone spécifique du cerveau grâce à l'utilisation de champs magnétiques pulsés qui sont appliqués avec ces sondes qui donc ne sont pas invasives. On met juste ces sondes à la surface du crâne. La fréquence est élevée pour stimuler ou basse pour inhiber, à suivre, car en 2018, il n'y a pas d'études cliniques qui démontrent son efficacité. Cela reste pour l'instant, à ce jour en 2018, une question de recherche, donc à voir au cours de ce siècle comment cela va évoluer en ce qui concerne les résultats scientifiques de cette méthode. Les psychothérapies, alors vous avez reconnu ces différents personnages et différentes personnes. Vous avez le docteur Skinner, qui est à l'origine du comportementalisme. Vous avez Freud à droite. Vous avez notre grand ami, notre grand maître à tous, Maître Yoda, qui enseigne la force sur la planète Dagobah. Et vous avez le docteur North, Max North, en bas à droite, qui, lui, est à l'origine des premières expériences en réalité virtuelle. Alors, est-ce que vous avez reconnu d'abord cette psychanalyste très connue? Oui, je vous écoute. C'est le docteur Wong que l'on voit dans Rick et Morty. Alors, la première psychothérapie à faire, c'est une psychothérapie de soutien, c'est-à-dire écouter le patient, écouter son trouble, sentir que l'on est bienveillant. C'est important, avec évidemment une empathie, mais un peu froide quand même pour pas trop s'impliquer mentalement. Et après, on oriente vers une psychothérapie adaptée. Alors, ce que vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Freud, ici avec sa fille Anna, qui est devenue aussi psychanalyste par la suite. On appréciera comme toujours les vêtements d'époque de Freud, avec son gilet, naturellement son chapeau autrichien et ses bottes de chasse, donc qu'il porte pour cette promenade. La psychanalyse, c'est le premier traitement. Alors la psychanalyse, c'est donc l'idée, je vous l'ai dit, c'est un travail qui concerne la symbolique. Il va par régression, par association d'idées, par interprétation des rêves. Le but va aider le patient, comme on le voit, qui est en général allongé, et si c'est une psychanalyse, ou face à vous, si c'est une psychothérapie d'inspiration analytique, va permettre de pouvoir explorer son inconscient pour retrouver, grâce au symbole, la cause du conflit qui est à l'origine de ce comportement névrotique. Voilà le package de Sigmund Freud, vous pouvez l'acheter, vous voyez qu'il est articulé avec sa bibliothèque, avec ses accessoires, si vous voulez vraiment impressionner vos patients ou décorer votre bureau avec un personnage significatif de l'histoire de la psychiatrie et de la psychologie. Donc, je vous l'ai dit, la psychanalyse requiert un transfert vers le thérapeute. Là, le thérapeute va jouer le rôle projeté donc inconsciemment par le patient. Le thérapeute va jouer le rôle de la mère, du père, de la femme, du mari, du frère, de la sœur. Donc il va y avoir un transfert qui va se faire vers le thérapeute, donc vers vous. Et il va y avoir aussi
chez les patients une régression. Vous allez aider le patient à régresser à des états ou à des souvenirs antérieurs. Il va falloir ensuite étudier les rêves, les actes manqués, les lapsus, pour avoir accès aux souvenirs inconscients et faire ainsi ressurgir les pulsions sexuelles qui sont à l'origine du conflit psychologique et de ses conséquences névrotiques. Autre thérapie, rien à voir, la relaxation, c'est important puisqu'il s'agit d'un trouble anxieux, c'est enseigner aux patients les méthodes de relaxation. Cela va l'aider à mieux gérer en fait les sensations physiques qu'il éprouve, mais également, puisqu'il y a un rapport entre l'esprit et le corps, mais également ses pensées. 3 techniques, bien sûr, c'est la technique respiratoire vagale, le fait de respirer par le ventre, on inspire en gonflant le ventre. La relaxation musculaire progressive de Jacobson, qui est éprouvée depuis 1928, où l'idée va être donc de prendre conscience des différentes intensités d'onus musculaire par des exercices de contraction des muscles et de relaxation pour chaque groupement musculaire. C'est recommandé par des pratiques modernes, même encore aujourd'hui en 2006. Je veux dire dans les articles de 2006. Le training autogène de Schultz, qui a également démontré son efficacité, qui a été inventé par le docteur Schultz, qui faisait partie de l'Institut Göring. Il vise à retrouver un état de relaxation par une forme d'auto-hypnose, donc c'est pas l'hypnose, mais c'est un peu comme l'auto-hypnose. On va se concentrer et induire des symptômes, des signes qui sont associés à cet état de relaxation, comme la lourdeur, la chaleur, la fraîcheur. Voilà. L'efficacité de la relaxation est vraiment démontrée depuis très longtemps. Vous pouvez retrouver des méta-analyses comme celle de Stetter dans Applied Psychophysiology and Biofeedback. J'en ai parlé déjà pour les phobies, la méditation est aussi important. Alors je sais qu'on parle de mindfulness, mais c'est un peu le terme hype pour faire « je fais de la mindfulness ». C'est très à la mode, mais c'est ni plus ni moins que la méditation. Donc la méditation, c'est un processus en pleine conscience, le fait de vraiment se concentrer sur tout ce que vous faites et ce que vous pensez, ce que vous sentez à un instant précis. Donc l'idée, c'est que vous allez prendre l'attitude d'un observateur, en fait, d'un témoin, et vous allez observer ce que vous faites, ce que vous sentez, de manière neutre et bienveillante, sans juger, et vous allez laisser observer tous les phénomènes qui se déploient, donc toutes les sensations que vous éprouvez, toutes les pensées que vous avez, sans chercher à les contrôler, ça c'est un point important, donc sans chercher à les contrôler, simplement en les observant. Comme le fait d'observer sa respiration, sans chercher à contrôler son rythme respiratoire, et d'observer toutes les sensations qui sont liées à la respiration. Quand le torse s'étend à l'inspiration et se réduit à l'expiration, l'air qui va rentrer et sortir par votre bouche ou par vos narines, etc. Cela dérive des principes bouddhistes de la méditation, bien entendu, notamment de la méditation vipassana. Vous pouvez tout à fait faire des stages dans des centres de méditation. C'est un sacré challenge que j'avoue, je n'ai jamais osé faire jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de faire la méditation 8 à 10 heures par jour, sans parler à qui que ce soit, et ceci pendant 7 jours, ou parfois 10 jours. Donc, une séance peut être très brève, quand le patient est entraîné, ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 8 à 10 heures dans les stages, et le patient va ainsi être attentif à ses pensées, il va les laisser venir, sans les juger, et à ses émotions, et à ses sensations corporelles. Il va se focaliser sur un point de son corps, par exemple sur la chaleur de ses mains, sur sa respiration, sur les sons. Donc, ça a été popularisé par Kabat-Zinn à partir des années 70. Il est démontré que cela fonctionne. Les méta-analyses sur 209 études ont montré que ça fonctionne sur la dépression, sur les troubles anxieux. Voilà. Le seul critique qu'on peut avoir, c'est son éloignement par rapport au cadre spirituel ou mystique du bouddhisme. Alors les DCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales qui sont connues depuis les années 80, eh bien c'est l'application de méthodes scientifiques, hypothèses, théories, vérification par l'expérimentation, remise en question des modèles, à la psychothérapie en utilisant des modèles qui sont démontrés, des modèles issus des théories du conditionnement, de l'apprentissage, des sciences cognitives et de l'émotion. Donc, on va avoir 2 composantes dans la thérapie cognitivo-comportementale. La composante cognitive, on va ainsi aider le patient à penser différemment, à avoir des interprétations plus équilibrées de la situation, des couteaux, de la saleté, du vide. Par la psychoéducation, on apprend au patient donc ce que c'est que le TOC,
par la gestion des émotions avec le système Akara, ce qui est détaillé dans le cours sur les phobies, par les auto-instructions positives, des slogans à se répéter, par la restructuration cognitive, s'attacher aux faits pour changer sa façon d'interpréter, et va s'y ajouter souvent la relaxation. Cela fait longtemps que l'efficacité naturellement des TCC est démontrée depuis les années 80 avec des articles de Beck et Emery, de Krask. Voilà, donc ainsi on a aussi une composante cognitive, on la vient de le voir, et une composante comportementale. La composante comportementale, c'est le fait en fait de demander aux patients d'affronter les situations anxiogènes qui sont liées au TOC, donc d'affronter des couteaux, de voir du sang, de voir de la saleté, etc. De pas se laver les mains pendant 5 minutes. Donc elle consiste à placer le patient donc dans des situations qui vont provoquer de l'anxiété afin d'obtenir une habituation, une extinction de la peur et un arrêt des rituels. Voilà. Juste un détail, c'est que ce conditionnement n'efface pas le conditionnement lié au TOC, mais il crée un conditionnement plus fort, comme les lois de Hebb. Le chemin synaptique, le chemin neuronal sera plus intense et plus fort que le chemin qui est lié à l'anxiété, enfin lié au TOC, qui lui va de plus en plus s'affaiblir, car il sera de moins en moins utilisé dans le réseau neuronal. Donc ainsi, vous allez exposer le patient à ce qu'il redoute, c'est l'exposition in vivo, le sang, le désordre, la saleté ou les pensées. Vous pouvez travailler dans la réalité avec des vrais couteaux, ou de la vraie saleté, ou du vrai sang, ou dans l'imaginaire, vous demandez au patient d'imaginer. Bien sûr, l'exposition est progressive. On commence par le plus facile, enfin le moins difficile. Je ne sais pas, mettre du sang à 10 mètres de la personne, mettre un couteau à 5 mètres. Et progressivement, on augmente la difficulté. Elle a été démontrée comme étant efficace, cette technique, et même supérieure aux traitements psychologiques, aux autres traitements psychologiques, dès les années 80, comme je l'ai dit, Emil Kemp, Mavis Sakalian, etc. Alors, il y a quand même un module qui est spécifique dans le TOC, un module de TCC, qui s'appelle la prévention de réponse. La prévention de réponse, l'idée, c'est qu'on ne peut pas demander à une personne d'arrêter ses rituels. C'est beaucoup trop dur, c'est impossible. Ne demandez pas ça à votre patient. C'est beaucoup trop difficile. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier progressivement les paramètres du rituel pour aboutir tout doucement, parce que la douceur, c'est très important, à sa disparition. Donc vous allez ainsi agir sur le temps, vous demandez au patient de déclencher son rituel avec un certain retard. Vous vous lavez les mains 50 fois par jour, eh bien lavez-vous les mains. Alors quand vous vous lavez les mains, faites-le quand vous êtes sur le point de vous laver les mains, ou si vous voulez vous laver les mains, attendez 30 secondes avant de vous laver les mains. Attendez 30 secondes avant de ranger. Attendez 30 secondes avant d'utiliser votre téléphone portable, etc. La fréquence, vous pouvez aussi diminuer le nombre de rituels. Si vous vous lavez les mains 50 fois par jour, eh bien à partir de maintenant, lavez-vous les mains 45 fois par jour. La durée, si votre douche vous la prenez 20 minutes par jour, eh bien vous allez la prendre 18 minutes par jour. Vous pouvez l'appliquer pour tout, si c'est un rituel de vérification, eh bien attendez 30 secondes avant de vérifier la cuisinière. Vous vérifiez 10 fois la cuisinière, eh bien vérifiez 8 fois par jour la cuisinière maintenant. Voilà, ça peut être les modalités, ne faire qu'une partie du rituel. Vous vérifiez les 3 boutons de la cuisinière, et bien ne vérifiez que les 2 boutons. Ou les éléments qui sont associés, comme le fait d'associer son conjoint, et bien maintenant, n'associez plus votre conjoint à votre rituel. Ne lui demandez pas de vérifier pour vous. Ou alors, si c'est trop difficile, demandez-lui une fois sur 2. Cela permettra d'aboutir à ainsi, tout doucement, à l'extinction du rituel. S'il y a 50 rituels, on peut évidemment demander au sujet d'emblée d'éliminer un de ces rituels sur les 50. Le mieux, en pratique, c'est ce que je fais, c'est de faire un tableau avec des règles de base, appliquer des méthodes de relaxation et de TCC quand on est anxieux, utiliser le tableau, et des règles hebdomadaires. Lavez-vous les mains 45 fois par jour, retardez votre rituel de vérification de 30 secondes, ne demandez aux personnes si vous voulez vérifier qu'une fois sur 2, etc.